Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos chères aventures hawaïennes. Alors si vous n'avez pas vu le premier épisode, je ne peux que vous encourager à aller y faire un tour, étant donné qu'on croise différents animaux et on découvre pour la première fois ces écosystèmes qui sont assez particuliers. Mais là, dans ce deuxième épisode, on commence directement dans le feu de l'action, puisque nous sommes dans une réserve de forêt au nom totalement imprononçable, donc je vais juste vous l'écrire, pour aller observer quelques-unes des espèces endémiques et natives de l'archipel d'Hawaï. Alors j'ai pris un petit peu de notes parce que je ne connais pas, hein, c'est une zone que je découvre et que je découvre avec vous, mais là on peut déjà avoir une des premières fougères natives qui est la Dicranopteris quelque chose, j'ai déjà oublié le nom. Et voilà, ça c'est une espèce de fougère native. Par contre ici on a une espèce invasive que je connais bien parce que c'est aussi la même à La Réunion, Clidemia hirta, si je ne m'abuse, qui est présente un peu partout, comme vous pouvez le voir aussi ici, voilà, si je ne me casse pas la figure. Voilà, donc une espèce invasive qui est aussi présente dans l'archipel des Mascareignes, comme quoi finalement ces petites îles ont un petit peu toutes les mêmes problèmes avec les espèces invasives et on retrouve à peu près toujours la même chose. Bref, franchement super paysage, un petit peu plus sec qu'attendu, hein, parce qu'après toute la pluie qu'on s'est pris, et puis là on a une légère bruine, je trouve que le terrain et même le feuillage est relativement sec. Néanmoins je pense que ça va être une super balade et au moins on va pas ramener trop de boue sur les chaussures. C'est assez impressionnant de se balader ici parce qu'on peut voir que il y a très peu de sol, on est directement sur la roche nue, on est directement sur la coulée de lave. Et comme on peut voir juste ici, c'est ce qui va causer le fait que les arbres peuvent très peu s'enraciner et donc après ensuite facilement tomber au moindre coup de vent, parce que encore une fois ici on est des îles perdues au milieu du Pacifique, donc secouées par des cyclones assez régulièrement, et les arbres ne peuvent pas tenir et font ces ouvertures-là, ces ouvertures qui vont ensuite donner de la lumière et permettre à de jeunes pousses de pouvoir repartir. C'est ce qu'on appelle en écologie des chablis, ces trous comme ça qui permettent d'ouvrir et de créer des puits de lumière permettant aux autres espèces de se développer. Alors une autre espèce endémique d'Hawaï, c'est cette fougère-là, cette fougère arborescente juste ici, donc la Hawaiian Tree Fern. En hawaïen, ça se dit Apu-ii, alors désolé pour ma prononciation. Hein. Et donc voilà, une belle, déjà là un beau spécimen qui est déjà plus haut que moi, donc très certainement 2,30 m. Hein. Mais on en a d'autres qui se répartissent aussi pas mal dans la forêt. Alors malheureusement aussi certains sont assez secs, mais je pense qu'on devrait arriver à en trouver des un peu plus verts pour vous montrer tout ça. Alors je viens de repérer une autre espèce endémique, je vous ai dit je me suis un petit peu renseigné, juste ici, Fresinetia arborea, une plante endémique des îles du Pacifique qui en fait, on pourrait penser que ça c'est la tête, mais en fait voilà, le tronc passe juste là, donc en fait elle a l'air plus grande, mais elle s'adapte relativement bien, voilà, à la vie de ces forêts qui sont denses. Et là, depuis tout à l'heure, on peut entendre aussi pas mal d'oiseaux. Franchement, assez sympa. Une forêt bien jolie. Pas trop chaud non plus. C'est agréable. Par contre, assez humide quand même. Hein. Même si ça paraît sec, l'air est humide. Et hop, un petit crack dans la coulée de lave.
juste pour passer, voilà, hop, comme quoi le sol aussi dessous est vachement dynamique et ça contribue également à la dynamique de la forêt. Voilà, le sol, comme je vous disais, est une coulée de lave et en fait c'est carrément là, limite un tunnel de lave. Toute cette partie-là s'est effondrée. Vous pouvez voir que finalement on repose uniquement sur cette partie-là, voilà ici, alors que dedans, en fait c'est creux. Donc il va falloir qu'on fasse attention parce que si le sol, comme ça, on ne fait pas gaffe, hop, ça peut s'écrouler. Et puis bon, là on a uniquement 20 cm, mais peut-être qu'à certains autres endroits, ça peut être plus profond. Alors c'est assez intéressant ici, là, bon elle n'est pas en fleurs, mais on doit avoir une orchidée. Parce qu'on peut voir qu'elles font exactement toujours la même chose. Elles poussent une grande tige comme ça. La floraison arrive au bout. Bon là, la floraison est passée. On peut voir ici, là, il reste encore voilà, cette fleur séchée là, qui devait être très certainement... Ah, je me fais envahir par les moustiques là. Ils n'arrêtent pas de me tourner autour. Bref, une petite orchidée. Ah ouais, on peut même voir des bulbes ici. Mais une taille assez imposante à regarder. Parce que, par rapport à ma main... La floraison, la hampe de floraison fait à peu près ma main et on a les petits bulbes qui se situent juste là. Et cette orchidée là, elle pousse directement sur l'arbre parce que dessous là, il doit y avoir un sacré tapis de mousse qui aime normalement l'humidité. Bon, même si là, comme vous voyez, encore une fois, c'est assez sec sur la partie au soleil. Alors je vous avais dit que j'allais trouver forcément une fougère bien plus grande. Voilà celle-là. Jusque là-haut, là, elle doit bien facilement faire les 3 mètres. Une jolie fougère arborescente avec des structures là qui se trouvent à l'intérieur et que nos chers amis canadiens québécois appellent ça des têtes de violon. Bah ouais, c'est relativement assez ressemblant. Ici, quand même, face à un arbre de belle taille, voilà, qui monte quand même pas mal, je pense, jusqu'à facilement 20-25 mètres de haut. Qui a un tronc vachement imposant et c'est impressionnant parce que cette partie là, voilà, cette structure là, c'est vraiment ça du stipe de fougère qui est donc en fait la structure portante des fougères. C'est pas un tronc d'arbre, hein, c'est vraiment une structure à part entière. Celle-là repose sur rien. Alors comment tout ça est arrivé là, je vous laisse me donner vos théories en commentaire parce que je ne vois absolument pas comment cette conformation a pu arriver là de manière naturelle. Allez, on continue dans le catalogue des plantes remarquables et endémiques puisque ici, cet arbre-là, bon, qui est un peu couché, j'ai pu repérer l'espace grâce à ce qu'il reste de cette fleur-là. Voilà, on a encore une fleur qui est un peu moins passée juste là-bas. Et cette couleur rouge-là, c'est très probablement le Metrosideros polymorpha, une espèce endémique de l'archipel d'Hawaï. Et si je ne m'abuse, voilà, on a encore des fleurs qui sont un peu passées. Bon, malheureusement, il a un peu passé dans sa floraison, sinon c'est une jolie couleur rouge. Le petit nom en hawaïen, c'est Oialewa ou un truc du genre. Voilà, encore une fois, excusez-moi pour mon hawaïen. Juste ici, on vient de repérer un petit lézard. Alors, je vais essayer de me positionner bien comme il faut pour le repérer.
très gentil, parce que là, on a deux éléphants. Alors, je vais bouger un peu. Voilà, prends pas peur. On a passé un point de la balade, là, littéralement. Tout à l'heure, il n'y avait aucun moustique, mais alors là, qu'est-ce qu'on commence à se faire bouffer à travers la toile du pantalon, même. Heureusement, ah. Qu'est-ce que tu as vu? Ah ouais. Voilà, juste là, voilà. Peut-être on l'a vu sauter. Juste là, voilà, il est en train de remonter. Lui, beaucoup plus peureux. Alors, les lézards, comme les amphibiens, c'est des espèces qui sont relativement assez rares sur les îles océaniques. Alors là, j'ai essayé de prendre une photo pour l'identification. Potentiellement une espèce endémique, mais beaucoup plus probable que ce soit une espèce invasive apportée par l'homme. Enfin, une espèce exotique, pardon, apportée par l'homme. Alors, il m'aura fallu un petit peu de temps pour les reconnaître sans les fleurs, mais en fait, je pense que tous ces grands arbres-là, avec ces feuilles ici, et quand les jeunes feuilles terminent par du rouge, comme ici, là, eh bien, c'est notre fameux Metrosideros, voilà notre arbre endémique de l'archipel. Voilà encore très certainement ici. Voilà. Au milieu, on a, je pense, pareil, je vérifie, ces arbres-là qui font ces troncs très droits là, qu'on retrouve pareil, une espèce invasive, le goyavier du Japon, Psidium cattleyanum, un arbre qui m'avait bien occupé quand j'étais à La Réunion concernant tous les programmes de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, parce qu'on peut voir que bien c'est en train de tout couvrir et d'empêcher nos braves Metrosideros, voilà, de pousser. Malheureusement, c'est un peu partout la même chose sur les îles océaniques, très sensibles aux invasions. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et bien voilà, on vient juste d'arriver à notre point de départ. On a fait une petite boucle, on a dû faire demi-tour parce que le temps s'annonce quand même être un peu menaçant et je pense qu'on n'est pas vraiment préparé pour avoir une grosse pluie tropicale en plein milieu de la forêt tropicale. Néanmoins, c'était super intéressant d'avoir cette première vue en fait dans ces forêts. Ça, c'est une forêt native, bon, même si j'ai pu repérer de nombreuses espèces exotiques envahissantes. C'est même celle que je repérais finalement le plus facilement parce que je suis déjà habitué à ces espèces sur les autres îles que j'ai déjà visitées, La Réunion, les Açores. On a toujours ce même problème d'espèces exotiques envahissantes. Néanmoins, à première vue, je dirais que l'écosystème ici est relativement assez bien préservé. On a de nombreuses espèces endémiques, on a une grande diversité florale, une diversité d'habitats aussi, de micro-habitats. Et on entend aussi énormément d'oiseaux. J'ai essayé de vous capturer ça en vidéo pour le son. Bon, j'arrive pas à les voir, c'est toujours le problème avec les oiseaux. On entend mieux qu'on les voit, mais vachement intéressante comme forêt. Ah oui, aussi très important, là, juste avant de partir, voir qu'ici, ils nous mettent quand même des panneaux. Aidez-nous à protéger nos forêts contre les espèces envahissantes et les maladies. Et oui, effectivement, c'est très important lorsque vous faites des sentiers comme celui-là, par exemple, de nettoyer vos chaussures et de nettoyer aussi votre voiture, puisque sous nos pieds, voilà, comme vous pouvez voir, on ramasse un petit peu de sol. Et sur ce sol, eh bien, peut se retrouver, enfin dans ce sol, peut se retrouver de nombreuses graines, et notamment des graines d'espèces exotiques. Et c'est ce qui permet d'étendre la distribution des espèces exotiques. Parfois, c'est seulement par le passage des touristes. Donc, moi j'ai prévu une deuxième paire de chaussures. Voilà, je vais directement aller les changer, et celles-là, elles vont être nettoyées avant la prochaine balade. En quittant la forêt tropicale avec ses arbres centenaires et ses espèces endémiques, on ne peut s'empêcher de se demander qui furent les premiers habitants à fouler ces terres si isolées au milieu du Pacifique. Les premières traces humaines à Hawaï remontent à près de 1000 ans, peut-être même davantage. Selon certaines traditions hawaïennes, le nom de l'archipel serait lié à Hawaii Iloa, un navigateur légendaire considéré comme son découvreur. Car effectivement, ce sont les Polynésiens venant des îles Marquises qui entreprirent l'un des voyages de colonisation les plus audacieux de l'histoire humaine. À bord de grandes pirogues doubles, sans boussole ni carte, ils parcourent plus de 3500 km d'océan en se fiant uniquement aux étoiles, aux vagues, aux oiseaux et aux courants. Cette première vague de peuplement aurait eu lieu il y a plus de 1000 ans.
Une seconde migration, plus structurée, arriva de Tahiti environ 500 ans plus tard. Ces nouveaux venus transformèrent profondément la société hawaïenne en y apportant un système social hiérarchisé et religieux. Le pouvoir se transmet par généalogie sacrée et chaque île est dirigée par ses propres chefs sans unité politique centralisée. Le code du kapu, très strict, régule la vie quotidienne, les interdits, les tabous. La culture hawaïenne s'épanouit de manière autonome entre tradition orale, pratiques rituelles, hula, surf et gestion fine des ressources via des systèmes d'usage du territoire qui vont de la montagne à la mer. Pendant des siècles, les liens avec les autres îles polynésiennes s'estompent et Hawaï reste coupé du reste du monde jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le premier contact documenté survient en janvier 1778 quand le capitaine britannique James Cook débarque à Kauai dans la baie de Waimea. Il est accueilli par une population estimée à près de 300 000 habitants. Ce jour-là, les Hawaïens célèbrent le Makahiki, une grande fête dédiée au dieu Lono. Le timing est troublant. Les formes du navire, les objets inconnus, les voiles blanches, Cook est accueilli comme une divinité. Malheureusement, lors de son retour quelques mois plus tard, les tensions éclatent et en février 1779, Cook est tué par des Hawaïens lors d'un affrontement. Ce premier contact avec la civilisation européenne marque un tournant. Les décennies suivantes voient l'arrivée des marchands, missionnaires et colons occidentaux. Mais avant que l'archipel ne perde sa souveraineté, une figure emblématique va émerger. Kamehameha Ier. Chef du district de Kohala, il mène une série de campagnes militaires impressionnantes et grâce à des alliances stratégiques et à l'utilisation d'armes introduites par les Européens, il parvient à unifier l'ensemble des îles sous son autorité. En 1810, après des années de conquête, il devient le premier roi de l'ensemble de l'archipel hawaïen. Son règne marque la naissance du royaume d'Hawaï. Et si cette histoire humaine est récente à l'échelle du temps géologique, elle s'inscrit dans un décor bien plus ancien. Un sol formé par le feu, façonné par les coulées de lave successives. Justement, allons voir ce que la roche raconte. Et bien pour bien terminer ce deuxième épisode, je vous propose de nous retrouver encore une fois dans un écosystème totalement différent. Et ce qui change aussi, c'est qu'on a le soleil. Non, voilà, donc ici on est concrètement sur de la lave, uniquement sur de la lave fraîchement formée. Alors, j'ai pas la date exacte de cette coulée, c'est ce type de lave qu'on appelle de la lave cordée. Voilà, alors ça en hawaïen et même finalement en géologie, ça porte un nom d'origine hawaïenne, c'est ce qu'on nomme de la lave de Pauhoihei. Alors, désolé pour ma prononciation, voilà, ça s'écrit Pauhoihei, voilà, si je la prononce en franco-français. C'est une lave qui laisse ses formations lorsqu'elle va refroidir. Et en fait, pourquoi ces types de formations cordées? Eh bien, c'est parce que la lave n'est pas si fluide que ça quand elle va couler. Et donc, on a cette première croûte qui va d'abord cristalliser et tout le reste dessous va continuer à couler. Et on a du coup cette couche extrêmement douce dessus de lave et c'est ce qu'on retrouve. Juste ici. Donc voilà, c'est ces formations-là qui sont donc symptomatiques de cette lave qui n'est pas tant fluide que ça. Et d'ailleurs, aussi, on peut retrouver voilà, ces formations-là, voilà, où on peut voir que la lave est arrivée là et elle s'est figée totalement à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un orteil de lave. Ça forme, voilà, ces sortes de coussins extrêmement dur, mais extrêmement aussi friable. Comme vous pouvez le voir, ici, cette première couche est extrêmement friable et pourtant, ça peut craquer, puisqu'on peut voir que, dessous, la lave a pu continuer à passer. Donc, c'est aussi dans ces formations-là qu'on peut retrouver énormément de tunnels de lave. Voilà, je m'appuie à peine contre de la lave. Elle part en morceaux, voilà, elle s'écaille juste dessus, des écailles qui ont séché. Après le passage de la lave, forcément, ça a stérilisé l'entièreté du paysage, bon, quasiment, mais au fur et à mesure, on va avoir la formation de ces failles
Voilà, aussi au fur et à mesure des autres éruptions qui vont faire pression. Et dans ces failles va pouvoir s'accumuler un peu de sol et donc avoir un début de recolonisation végétale. Et juste ici, juste derrière moi, pour terminer, on a une autre structure qu'on appelle un tumulus. Le nom de cette structure-là provient du latin pour parler en fait de ces sortes d'empilements qui rappellent les anciens tombeaux dans le monde antique où au lieu de creuser pour enterrer leurs défunts, eh bien on mettait juste un tas de cailloux dessus et c'est ce qu'on appelait un tumulus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a là. Donc voilà, ici on est vraiment sur un écosystème extrêmement particulier et bien sûr symptomatique des îles volcaniques comme ici, mais ces structures-là, bien sûr, on peut les retrouver sur l'île de la Réunion et même aux Açores, notamment sur l'île la plus jeune, l'île de Pico. Et d'ailleurs, pour apprendre toutes ces structures-là que je vous montre, eh bien, j'ai utilisé un livre sur la géodiversité des Açores. Et oui, on retrouve exactement les mêmes structures. Donc voilà, ça va me permettre aussi de conclure ce deuxième épisode où on a pu aller dans différents écosystèmes, où j'ai pu vous montrer différentes facettes de l'île de Big Island d'Hawaï, en plein milieu du Pacifique. Vous voyez qu'elle regorge d'une richesse de paysages absolument unique, absolument superbe et avec chacun leur particularité. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr pour ne pas louper le prochain épisode et d'ici la prochaine vidéo, eh bien moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.